Donc, merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui encore une fois avec nous. Donc, la troisième série de webinaires qui propose le réseau COMET. Donc, c'est les conseillers pédagogiques et les ingénieurs pédagogiques et tous les personnels d'accompagnement à la pédagogie de l'IMT et qui propose cette série de webinaires. Donc, on passe à la troisième série qui est dédiée à l'évaluation. Et pour cela, on a aujourd'hui Jean-Luc Castaigne, qui est conseiller pédagogique de l'IMT Atlantique et qui va nous parler de l'évaluation dans les temps de confinement. Et donc, Jean-Luc, je te laisse la parole. Je te donne la parole et merci de nous accompagner et de nous présenter l'évaluation en temps de confinement. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un temps de communication qui sera suivi de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, donc le bouton « Converser ». Et par contre, s'il y a quelque chose qui, au cours des explications, vous ne comprenez pas du tout et vous pensez que ça peut vous bloquer pour la suite, donc c'est bien des questions de compréhension, n'hésitez pas à lever la main. Et à ce moment-là, Angelo verra si vous êtes nombreux à lever la main ou c'est clairement moi qui ai mal expliqué. N'hésitera pas à m'interrompre pour que je revienne sur le point qui a été vu auparavant. Et donc, pour lever la main, vous cliquez sur le bouton « Participant » et vous allez avoir une fenêtre qui apparaît. Au bas de cette fenêtre, il y a une petite main bleue qu'il suffit de lever. On va vous demander également de couper vos micros pour éviter les bruits de l'arsène et les bruits qui pourraient arriver chez vous de façon tout à fait naturelle. Et enfin, si vous avez des problèmes de bande passante, n'hésitez pas à couper votre caméra et de ne l'allumer qu'au moment où Angelo vous donnera la parole. Donc, bienvenue à tous. Donc, évaluer à distance en temps de confinement. Ce titre est important parce que évaluer à distance, mettre un cours à distance, créer un MOOC, ça se réfléchit, ça prend un temps. Généralement, on considère un an et demi pour préparer cela. Réfléchir comment les activités pédagogiques vont être construites en tenant compte de la distance et réfléchir à comment l'évaluation va être construite pour cela. Or, aujourd'hui, nous sommes tous en train de gérer l'urgence et que, oui, il va y avoir de la distance, mais on ne peut pas comparer la plupart des enseignements qui ont été produits en urgence à certains cours de qualité à distance. Et pour l'évaluation, ça va être la même chose. On a parfois un peu plus de temps, on va essayer d'en profiter. Et en fonction du temps que vous disposerez, vous allez pouvoir peut-être choisir l'une ou l'autre méthode. Voilà. On va avoir un temps où je vais vous présenter quelques principes généraux. Et puis, on va détailler un peu plus en profondeur 3 modalités. Le premier principe général, c'est de respecter l'alignement constructif. L'alignement constructif, c'est dans votre enseignement, vous avez défini un certain nombre de choses que les élèves devaient apprendre ou développer. Pour cela, vous avez construit des activités pédagogiques qui permettaient aux élèves de développer ces apprentissages, de les acquérir, même si à côté, ça demande du travail personnel. C'est pour ça que c'est activité pédagogique et pas didactique. Donc, l'enseignant propose du travail, l'élève réalise des travaux. L'enseignant propose des cours, l'élève vient en cours et tout cela doit préparer à réussir l'évaluation qui a été mise en place. Et tout ce dispositif d'alignement entre les objectifs, les activités et l'évaluation est soutenu par un certain nombre d'outils numériques. Alors aujourd'hui, dans le contexte à distance, évidemment, les outils numériques ont pris une place prépondérante. On le voit par exemple dans ce webinaire aujourd'hui. Mais c'est aussi un soutien très, très important et on va pouvoir essayer de maximiser l'apport bénéfique pour la pédagogie de ces outils numériques. Mais le passage à cette distance via le numérique a fait que vous n'avez probablement pas pu conduire les activités pédagogiques exactement comme vous aviez voulu le faire et que donc vous avez dû mettre en place des adaptations. Peu importe le niveau d'adaptation, rien que le fait de le faire à distance mérite au moins de se poser 3 questions. À travers les activités que les élèves ont vécues à distance, ont-ils vraiment réalisé, ont-ils vraiment eu les conditions
pour réaliser les apprentissages que je visais. Donc cet alignement pédagogique, il est valable objectif par objectif. Si j'ai connaissance et compréhension, il me faut des activités pédagogiques pour connaissance et une évaluation de connaissance, des activités pédagogiques pour la compréhension et une évaluation pour la compréhension. Même si cette évaluation va se durer en même temps, il va y avoir plus des questions sur la compréhension et des questions sur la connaissance. Et donc, s'il est représenté ici au singulier par apprentissage visé, c'est bien par le fait qu'il faut le décliner pour chaque apprentissage que vous visez. Et qu'à cause de cette mise à distance, peut-être que certains apprentissages n'ont pas pu du tout se dérouler ou beaucoup moins bien que si vous aviez pu faire les activités comme vous les aviez prévues à distance. Et comme ces apprentissages, certains vont être revus à la baisse ou carrément abandonnés, il va falloir adapter votre stratégie d'évaluation. Donc, première question, est-ce que mes activités pédagogiques ont permis de développer tous les apprentissages que je vise? Et parmi la liste d'apprentissages que j'avais, est-ce que je dois en laisser tomber certains ou d'autres ou pas pour mon évaluation? Et enfin, dernière question, c'est est-ce que les activités pédagogiques que les élèves ont vécues à distance les ont bien préparées à l'évaluation qui sera mise en place, en sachant que, à nouveau, comme pour les activités pédagogiques, vous allez devoir mettre en place des activités d'évaluation à distance. Et donc, se poser la question de dans quelle mesure les élèves sont préparés à cela. On y reviendra un peu plus tard. Mais ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, dans ce contexte de confinement, on est tous dans des situations urgence, stress, compliquées. Et les étudiants qui sont dans l'attente d'informations pour savoir comment ils vont être évalués ont encore un stress supplémentaire. En tant qu'élève, il est rarement agréable de passer un examen. C'est toujours une activité stressante à quelques exceptions près. Et donc, il me semble important aujourd'hui, dans une réflexion sur l'évaluation, de re-questionner la place de l'évaluation globalement. Et donc, se dire ce qui est important chez nos élèves, parmi les apprentissages qu'on veut qu'ils développent, mais surtout ceux qu'on veut évaluer, c'est de n'évaluer que ce que j'ai appelé l'essentiel de l'incontournable pour survivre. C'est-à-dire que pouvoir garantir que les élèves ont vraiment ce qu'il faut pour survivre dans les semestres qui vont suivre. Pas tout ce qu'il faut pour survivre, un incontournable, et parmi cet incontournable, des éléments essentiels. Une collègue conseiller pédagogique disait on sait très bien que laisser tomber un point d'enseignement pour vous, ce serait plus facile de vous arracher un bras que de vous faire laisser tomber un paragraphe de cours. Mais ici, pour l'évaluation, on va se retrouver un peu dans une situation similaire. Il va être très difficile et peu productif de tout évaluer. Donc, centrons-nous sur vraiment l'essentiel de l'incontournable. Ça, ce serait l'évaluation générique. Et puis, pour survivre, parce qu'on est à distance. Et de nouveau, cet alignement constructif, il va se baser sur ces apprentissages. Et que pour ces apprentissages, vous l'aurez bien compris, la première recommandation générale, c'est de n'évaluer que ce qui a été enseigné. Que ce qui a été enseigné en termes de processus cognitif, qu'il soit cognitif pur du type mémoriser, comprendre, appliquer, ou qu'il soit psychomoteur, souder quelque chose, ou socio-affectif, tenir compte du développement durable dans mon projet. Est-ce que cela a vraiment été enseigné? Et puis de nouveau, les outils vont avoir une place prépondérante. Est-ce que les élèves ont été préparés à utiliser les outils que vous allez utiliser pour évaluer? De nouveau, la suite des règles de base, c'est faites simple. Ne vous surchargez pas de choses compliquées, de méthodes d'évaluation avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise, pour lesquelles vous n'avez pas pouvoir trouver le temps de mettre en place des situations d'entraînement pour les élèves, ou qui vont vous demander des temps de correction démesurés. Restons dans des choses simples, autrement dit, qui ressemblent fort à ce que vous faisiez en présentiel. Donc la première recommandation, que vous trouverez un peu partout, c'est essayer de faire à distance ce que vous aviez prévu en présentiel. Et Amoridal va encore plus loin en disant, et si possible, sans outils numériques. En gros, on va dire une façon simple, vous aviez prévu de faire un examen type devoir sur table, vous préparez un PDF, les étudiants le téléchargent, ils le rédigent, ils font une photo, ils ont 1 heure pour déposer la photo sur Moodle et voilà comment vous pourrez faire comme prévu, mais à distance, sans devoir se compliquer
vous-même à paramétrer des outils pédagogiques, à devoir contacter des ingénieurs technopédagogiques, des ingénieurs pédagogiques pour mettre en place ces outils avec lesquels vous n'êtes pas habitué. Donc, de nouveau, ne vous surchargez pas vous-même et forcément, si vous ne vous surchargez pas, vous n'allez pas surcharger les élèves. Renoncez à tout évaluer. Si vous aviez prévu plein d'évaluations encore maintenant d'ici la fin du semestre, basez-vous sur ce qui a déjà été évalué, basez-vous sur ce qui a été évalué éventuellement en présentiel, repondérez les choses. Toute action que vous ferez, si elle est bénéfique aux étudiants, en général, n'entraîne pas de recours. Si par contre, plus d'étudiants se trouvent pénalisés par les changements, là, vous risquez d'avoir de nombreux retours d'étudiants directement ou de responsables de formation qui vous contactent en disant « les élèves nous ont contactés, on ne comprend pas ». Donc, de nouveau, l'essentiel de l'incontournable pour survivre. Profitez de ces moments à distance pour que l'évaluation nourrisse également l'apprentissage des élèves. Et donc, moins centrer l'évaluation sur une note, mais plus sur les retours qui vont permettre à l'élève d'apprendre. Je prends souvent l'exemple de dire, si vous allez chez votre médecin et qu'il vous dit vous avez 15 sur 20, ça ne vous apporte pas beaucoup d'informations. Vous vous demandez surtout où vous avez perdu 5 points. Et à force de communiquer comme ça, parfois les élèves se disent 15 sur 20, ok, je suis content, j'arrête là, et on ne se pose jamais la question de savoir pourquoi on a perdu 5 points. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne faut pas de notes, je dis surtout de plus centrer sur le feedback, le retour que les élèves vont recevoir et que ce feedback dépasse la simple note. Et on va voir aussi avec un certain nombre d'outils numériques, votre travail va être facilité pour la production, en plus de la note, d'un retour d'information. Informez le plus tôt possible les élèves de la modalité que vous allez utiliser et de l'outil que vous allez utiliser. En effet, si vous aviez prévu faire un examen oral et que vous prévenez l'élève 15 jours avant que finalement ce sera un test avec 200 QCM à faire en 1 heure, on ne se prépare pas du tout de la même façon. Se préparer en 15 jours, rien que pour votre enseignement, à un tel changement est conséquent. Imaginez si tous les enseignants du semestre font la même chose. En 15 jours, l'élève va devoir s'adapter à 5, 6, 7 nouvelles formes d'évaluation. Et là, il n'a plus du tout le temps. Et comme il ne va plus avoir le temps, au lieu de travailler pour apprendre, il va travailler pour réussir, mettre en place des stratégies d'évitement, d'efficacité, sacrifier certains morceaux plutôt que l'apprentissage en profondeur. Et enfin, je vous en avais parlé aussi un peu plus tôt, l'importance de fournir des possibilités aux élèves de s'entraîner si vous avez changé votre modalité d'évaluation principalement. Et l'entraînement, ne fût-ce que si vous aviez prévu un oral en présentiel, si à distance vous prévoyez un oral aussi, eh bien, il va passer par un outil. Il est très rassurant pour vous comme pour les élèves d'offrir une possibilité de s'entraîner à utiliser cet outil, d'offrir une possibilité d'aide. On a eu des témoignages d'enseignants qui nous disaient j'ai mis une demi-heure avant le test, les élèves pouvaient se connecter. J'en ai eu un qui a eu un problème, régler le problème de 7 élèves tout seul, ça m'a pris un quart d'heure. Quand je suis revenu, il y en avait 5 autres qui avaient des problèmes pour se connecter, je n'ai pas eu le temps de les gérer. Du coup, l'enseignant est obligé d'organiser une nouvelle évaluation à cause de ça. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de carrément mettre un autre jour, la veille ou l'avant-veille, une séance juste d'entraînement pour se connecter. Si c'est un examen oral, par exemple en utilisant Zoom, l'élève se connecte, il découvre la salle d'attente, l'enseignant le fait rentrer, on teste le micro, on teste la caméra, et puis on passe au suivant. Et voilà. Et de toute façon, tous les élèves ne vont pas profiter de ces séances d'entraînement. Néanmoins, ceux qui en ont besoin pourront le faire. Ceux qui ont des difficultés connues pour utiliser Internet, des problèmes de bande passante ou des choses comme ça, pourront tester ce jour-là. Et ça a un effet très bénéfique sur le stress. Et puis, se pose évidemment la question de « oui, mais ils sont à distance, ils vont tricher ». Emmanuel Sylvestre, à l'Université de Lausanne, insiste énormément en disant « plus on met des mesures anti-triche en place, plus on envoie le message aux étudiants qu'on les considère tous comme des tricheurs ». À côté de ça, on a un autre courant qui invite à faire confiance aux étudiants, mais pas une confiance aveugle, une confiance en responsabilisant, une confiance
en expliquant les conséquences que peuvent avoir une tricherie, non pas sur le résultat de l'examen, mais sur sa posture en tant que futur professionnel qui va rapidement rentrer dans le marché du travail. Faire confiance aussi éventuellement en passant par la signature d'une charte, par l'outil informatique. On est obligé de valider, dire oui, j'ai lu cela et j'accepte les consignes qui me sont données et derrière prévenir éventuellement des conséquences que ça peut avoir ou des outils de détection que vous allez utiliser, parce qu'un autre avantage de l'outil informatique, c'est que vous allez pouvoir combiner l'outil informatique avec des outils de détection de similitude, par exemple. Voilà, ça c'était les grands principes généraux. Je vais laisser la parole éventuellement à Angelo une seconde pour voir s'il y a déjà des mains levées. Pas des mal levés jusqu'au moment, mais par contre, il y a une question que je pense que tu as répondu justement concernant les problèmes ou le risque des triches. Mais... Oui, on va y revenir dans les modalités spécifiques des questions. Mais oui, la recommandation générale, c'est la confiance, mais pas la confiance aveugle, une confiance guidée qui responsabilise l'élève ou l'étudiant dans la production qu'on va lui demander ou dans le fait de ne pas tricher. Et puis, on va voir aussi des mesures que les outils informatiques mettent à notre disposition et qui vont limiter les possibilités de tricher aux élèves. N'oublions pas enfin que les élèves n'ont pas attendu d'être à distance pour tricher. Un certain nombre d'entre eux, une minorité, on est d'accord, mais n'ayez aucun doute, les élèves qui mettent en place des stratégies de réussite plutôt que des stratégies d'apprentissage trouvent toujours le moyen de contourner le système à leur bénéfice, et leur bénéfice n'est pas leurs apprentissages. Ils ont effacé cela de leurs objectifs. Donc, 3 types de modalités. Tout ce qui est questions fermées, ce que vous appelez parfois des quiz, ce que vous appelez parfois des QCM, on va un peu clarifier ça. Autrement dit, toutes les questions qui vont avoir une correction automatisée. Puis, on va voir tout ce qui est production, ce qui inclut les productions type rapport, type thèse, parfois on a des cas, mais aussi devoir sur table, c'est une production. Et là, on voit bien que les méthodes de correction sont un peu différentes. Et puis, un cas un peu à part, qui sont les productions. Alors, vous avez vu éventuellement dans le titre qu'elles sont plus ou moins combinables. Si vous aviez prévu, par exemple, une production avec une soutenance orale en présentiel, vous allez pouvoir éventuellement reconduire cela et combiner ces méthodes. Par contre, je vous invite à ne pas se dire « Ah, pour être sûr qu'ils ont bien étudié, je vais rajouter plein de questions fermées. » De nouveau, ça va alourdir votre travail et de nouveau, vous n'avez plus mesuré ce pourquoi les étudiants ont été préparés. Les questions, alors QCM, pendant la demi-heure qui suit, non, les 20 minutes qui suivent, une QCM en sciences de l'éducation, c'est une question à choix multiples, pas un questionnaire. On peut faire un questionnaire qui comporte différents types de questions, des QCM, des questions ouvertes, des questions de calcul. Donc, questionnaire automatisé, questions fermées, dont les QCM. Première chose. Une QCM ne se limite pas nécessairement à ce genre de question, qui est une question de connaissance. Là, en gros, on connaît ou on ne connaît pas la réponse. Si on ne connaît pas la réponse, on peut éventuellement taper au hasard pour espérer trouver une réponse correcte. Il y a des questions fermées qui vont permettre de contourner ce problème. On va les détailler après. Mais surtout, si votre objectif comporte de la connaissance, un des apprentissages visés des élèves, voilà le genre de questions que vous pouvez produire. Mais si par ailleurs, dans vos apprentissages visés, vous aviez également, par exemple, des questions de compréhension, voilà un exemple de questions de compréhension que vous pouvez poser à un élève. On s'imagine dans un module de physique et on s'imagine bien entendu que l'hydraulique est passée avant l'électricité, parce que sinon la comparaison va être difficile. En gros, tout ce qui est compréhension va se baser sur le fait d'expliquer quelque chose autrement. Et cette explication autrement, vous avez vu ici un exemple de question de compréhension sur comment on peut le faire en faisant une analogie avec quelque chose d'autre. Et donc là, on mesure bien la compréhension. Et surtout, on va voir que si l'élève choisit une réponse qui n'est pas correcte, ça va nous renseigner sur le type d'erreur qu'il a fait et l'éventuelle confusion qui l'a poussé à choisir cette réponse incorrecte. Et donc, pouvoir générer un feedback
qui lui explique pourquoi cette réponse est incorrecte sans nécessairement lui donner la réponse correcte. Au-delà des questions à choix multiples de compréhension, on peut également faire des questions à choix multiples d'application. Et ça, c'est des choses qui, à mon avis, en école d'ingénieur, peuvent être facilement utilisées, et pas seulement en chimie, mais tout ce qui est QCM suivi de TD d'application, la partie TD peut être évaluée à l'aide de questions de ce type-là. En plus, pour lutter contre la tricherie, vous voyez qu'il suffit de remplacer les 12 moles de CO2 par 24 moles de CO2, ou surtout plutôt 18 moles de CO2, pour que le calcul soit différent. On peut proposer une autre réaction chimique du même type qui implique les mêmes mécanismes chimiques mais qui va demander un calcul différent et produire ainsi une série de questions tout à fait équivalentes au niveau de la complexité, au niveau de la partie du cours qu'elles évaluent, et demander à la machine de piocher au hasard pour chaque élève une ou deux questions dans une banque de 10 questions composée de questions où le calcul va simplement être différent. Et cela va suffire à compliquer la vie des élèves qui voudraient tricher. Des questions d'analyse qui souvent partent d'un texte ou d'une illustration et une combinaison des deux, qui sont presque une étude de cas. On présente un cas et puis on pose une question sur ce cas. Évidemment, il peut être très intéressant de poser plusieurs questions à la suite sur ce cas. Et par exemple, Moodle, qui est une plateforme souvent utilisée, va vous permettre d'afficher le cas et de générer derrière 3-4 questions. Et l'élève ne verra la deuxième question qu'à partir du moment où il aura répondu à la première. Ainsi, vous pourrez dévoiler des informations complémentaires dans la question 2 et faire porter la question 2 sur une autre partie du cas. Et que si l'élève avait reçu cette information avant, la première question, en gros, c'était la réponse à la première question ou à peu près. Il aurait eu beaucoup d'informations pour l'aider à répondre à cela. Donc voilà des questions d'analyse en disant, voilà, avec une amorce commune, on peut décliner plusieurs questions derrière. De nouveau, pour faciliter la vie de tout le monde, je vous invite à utiliser une consigne unique pour toutes les questions fermées que vous utiliserez et qui soit la plus simple possible. Une réponse correcte rapporte 1 point ou 20 points en fonction du paramètre que vous utilisez. Une réponse incorrecte, n'utilisez pas de points négatifs. De nombreuses études ont montré que les points négatifs ne pénalisaient pas le bon public. Au contraire, elles favorisent de nouveau les étudiants stratèges, c'est-à-dire les étudiants qui vont plutôt gérer à quelle question je réponds ou je ne réponds pas pour garantir ma note que de répondre honnêtement à une question. On a également des biais sur le genre et plein de choses. Vous allez peut-être voir aussi, il y a des gens qui proposent d'utiliser la correction pour devination, qui proposent d'enlever des points négatifs en fonction du nombre de propositions. À nouveau, la recherche a montré que d'abord, elle se base sur un modèle théorique faux du raisonnement humain. Elle ne pénalise pas les bons élèves et elle ne renseigne pas sur le type d'erreur commise. Et si vraiment, dans votre mentalité, c'est vraiment impossible de ne pas enlever des points si l'élève se trompe, je vous rappelle qu'il perd déjà 1 point, il a 0. Donc s'il y a 20 questions, il n'aura déjà pas 20 sur 20. Si vraiment il faut des points négatifs dans votre évaluation, ne jamais dépasser moins 0,2 par réponse incorrecte. Même chose pour l'élève qui ne répond pas, le tarif de l'omission devrait être le même que celui d'une réponse incorrecte ou moins sévère. Mais on ne va pas leur donner des points pour ne pas avoir répondu. Et puis enfin, ne pas faire des questions qui valent 3 points et des questions qui valent 1 point. De nouveau, ça c'est des choses qui vont faire. Mais de nouveau, si vous désirez sélectionner les étudiants stratégiques plutôt que les étudiants qui ont bien appris votre cours, ça peut être des méthodes intéressantes. Mais de nouveau, si un point est important, plutôt que de mettre plus de points sur cette question, j'aurais tendance à dire faites plus de questions comme celle-là, quitte à laisser tomber celles qui ont moins d'importance pour vous. N'oubliez pas que toutes ces questions fermées permettent un balayage large de la matière, qui est un gros avantage, et ça que ce soit à distance ou en présentiel. Pour limiter la fraude, il y a des bonnes idées et il y a des fausses bonnes idées. Mélanger l'ordre des questions n'a aucun impact sur l'équité de l'examen, la facilité et la fidélité qu'on peut avoir. Autrement dit, si un élève répond à la question 3 pour commencer et que l'autre ne répond qu'à la question 1 pour commencer, ça va compliquer leur vie pour tricher. Alors, il y a débat pour le moment sur le fait de faut-il
une fois que l'étudiant a répondu à une question, l'empêcher de revenir en arrière. Je dirais personnellement que si vous mettez des points négatifs, vous ne pouvez pas empêcher les étudiants de revenir en arrière. Pour le reste, personnellement, j'aurais tendance évidemment à ne pas mettre de points négatifs, mélanger les questions, parfois les mettre par groupe, mais une fois que l'étudiant a répondu à un groupe de questions, comme il n'y a pas de points négatifs, il n'y a pas de raison qu'il revienne en arrière. De nouveau, empêcher de revenir en arrière va surtout compliquer à ce moment-là la vie de ceux qui désireraient tricher, parce qu'ils ne seront pas sur la même page en même temps. Mélanger l'ordre de proposition, aucune importance non plus. Je vous rappelle simplement qu'une étude a montré que les enseignants ont tendance à ne jamais mettre la réponse correcte comme première proposition. Ici, on s'en fout, c'est la machine qui va le faire pour vous. Il faut évidemment que cette proposition soit équivalente aux autres. Donc, dans une QCM, question à choix multiple, il y a une petite partie énoncée, puis il y a des propositions. Parmi ces propositions, il y a une réponse qui est correcte. Eh bien, cette réponse correcte ne peut pas être beaucoup plus compliquée ou beaucoup plus technique que les autres propositions. Ce sont des points que les étudiants détectent très facilement et sans connaître, on peut répondre à des questions de façon correcte simplement en utilisant ces biais. Vous trouverez sur Internet un document de Leclerc sur la rédaction des questions à choix multiples qui est téléchargeable gratuitement et qui vous donne 20 règles, mais je partagerai le résumé que j'ai fait de ces règles avec Angelo qui vous le diffusera. Varier les questionnaires pour étudiants ne me semble pas une très très bonne idée. Pourquoi ? Parce que, de nouveau, ça va entraîner une conception beaucoup plus difficile pour vous. Est-ce qu'à ce moment où, si vous décidez néanmoins de concevoir plusieurs questionnaires, il va falloir vous prémunir du fait et pouvoir garantir que ces questionnaires sont de même niveau de difficulté. Et cela avant le test, mais cela également après la correction, quitte à faire des tests de comparaison d'échantillons en statistique pour voir si les résultats moyens d'un groupe ne sont pas différents des résultats moyens d'un autre groupe, chaque groupe ayant eu un questionnaire identique, mais les deux groupes ayant eu des questionnaires différents. Et évidemment, les élèves qui aiment bien se plaindre ne vont pas hésiter de dire « Ah, machin, il a eu un autre examen que moi ». C'est donc pas juste. Si j'avais eu son examen, j'aurais eu beaucoup plus. Et ça va éventuellement, vous allez avoir des plaintes d'étudiants et éventuellement des recours d'étudiants auprès de l'administration parce qu'il n'y a pas de respect de l'équité. Et je vous rappelle qu'au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, la première chose qu'il demande aux enseignants, c'est de garantir l'équité à distance. Multiplier les questions à choix multiples ou tout type de questions fermées, en donner un grand nombre en très peu de temps. 200 questions en une demi-heure pour les empêcher de tricher. Non, parce que malheureusement, de nouveau, est-ce que ça correspond à votre alignement pédagogique? Qu'est-ce que ça a comme effet, outre de stresser les étudiants? Qu'est-ce que ça peut provoquer comme recours? Et puis surtout, en faisant ça, vous risquez de faire échouer des élèves qui auraient réussi. Et ça, ce serait vraiment dommage, puisque le but, en faisant confiance mais pas aveugle, me semble aujourd'hui dans ce contexte d'urgence de détecter les insuffisances graves. Autrement dit, ces élèves qui n'ont pas l'essentiel de l'incontournable pour survivre et pouvoir être sûr de bien identifier ceux-là sans pénaliser tous les autres, qu'ils soient moyennement bons ou très bons. Ce n'est pas là l'important. Je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte, il faut renoncer à classer les élèves, mais surtout détecter ceux qui sont en insuffisance ou en insuffisance grave. Surtout, évidemment, les insuffisances graves. On a un peu parlé des QCM, maintenant je vais vous toucher un mot sur les autres types de questions fermées. Alors, le fameux Leclerc parle de questions oui-non, je vous laisserai vous-même lire l'acronyme, ou vrai-faux. Et la recherche a été très claire là-dessus, elle montre que ces questions sont en général moins fiables. Déjà, elles ne sont pas d'un très haut niveau cognitif. Vous imaginez une question vrai-faux, la capitale de la France est Paris-Bruxelles, on ne mesure pas grand-chose avec ça. Souvenez-vous des questions QCM que je vous ai montrées un peu plus en avant. Et puis surtout, si vous croyez que l'examen va être plus difficile en créant une proposition et puis une amorce et puis 4-5 propositions, et que l'élève, à chaque fois, doit dire si c'est vrai ou si c'est faux pour chaque proposition, ce qu'on appelle parfois un vrai-faux généralisé, de nouveau, c'est ni plus difficile ni plus fiable qu'autre chose. Simplement, ce sont des méthodes où vous allez devoir mettre en général en place
un barème de notation extrêmement compliqué. S'il y a 3 réponses correctes, l'élève doit avoir toutes les réponses correctes. S'il n'a pas toutes les réponses correctes, alors il perdra. Enfin, vous voyez des choses où, question par question, les règles sont différentes et qui font que finalement, réussissent bien les élèves qui ont bien compris les consignes, peu importe s'ils ont bien compris la question ou non, puisqu'à partir du moment où ils vont pouvoir gérer leurs doutes convenablement, ils vont choisir de ne pas répondre à un certain nombre de questions, de répondre aux questions pour lesquelles ils sont sûrs, de pouvoir calculer plus ou moins leurs notes et de voir s'ils atteignent le fameux 10 sur 20. Donc de nouveau, ce type de questions sélectionne surtout les étudiants stratèges. Je ne vous parle même pas des étudiants dont la culture est basée sur d'autres choses que ce genre d'approche, auquel cas l'hécatombe sera encore plus grande. Et puis, n'hésitez pas à utiliser WooClap, qui est un outil que la DG nous fournit et qui vous permet de fournir un outil d'entraînement pour les étudiants grâce à la richesse des différentes questions qu'il propose. On peut proposer des questions numériques. Vous vous souvenez de la question de chimie, vous pouvez poser plein de problèmes aux élèves. En changeant un certain nombre de variables, ils vont pouvoir calculer des choses différentes. Ça vous permet de générer des questions, des QCM phi derrière, c'est-à-dire des questions à peu près identiques, mais qui vont empêcher les élèves de tricher les uns avec les autres parce qu'ils ne connaissent pas les variables qu'ils vont tous avoir. Question numérique pour laquelle vous pouvez mettre « il n'y a qu'une réponse correcte » ou une fourchette. Identifier sur une image, de nouveau, si vous avez entraîné les étudiants là-dessus, ça ne peut pas présenter trop de problèmes. Autrement dit, vous demandez où se situent les yeux de cet insecte, par exemple, et l'élève doit cliquer sur les yeux. On peut faire des choses beaucoup plus riches que cela, type sur cette carte de l'Europe, quel est le pays qui a ratifié en dernier l'accord de Schengen? Vous voyez le genre de choses que ça peut produire. On pourrait la faire sous forme de QCM, mais le fait de l'avoir sous forme d'image change un peu le rythme de l'évaluation et apporte un changement et un nouveau degré de motivation. Des questions à réponse ouverte courte, c'est cela que signifie CROC, c'est-à-dire en gros, l'élève doit écrire un mot. Et voilà une façon de, plutôt que lui demander c'est quoi l'énergie d'intensité de la résistance, si vous lui demandez d'écrire le mot, vous contournez le fait qu'il reconnaisse la réponse ou qu'il trouve au hasard la réponse là-dedans. De nouveau, je vous invite à vous rapprocher des ingénieurs informatiques, des ingénieurs pédagogiques ou technopédagogiques pour qu'ils vous aident à identifier les outils dans votre établissement qui vous permettent d'utiliser cela. Question d'appariement, question d'hiérarchisation. Donc, appariement, il faut grouper 2 par 2 les items d'une proposition. Hiérarchiser, typiquement, ça vous permet de dire, en cas de fuite de gaz, en premier, je fais, et vous avez un certain nombre de propositions, et il faut les arranger de façon hiérarchique. Et bien entendu, dans votre enseignement, vous avez enseigné cela aux élèves. Test de concordance de script. De nouveau, si vous ne l'utilisez pas, je ne vous invite pas à l'utiliser. Mais peut-être à l'avenir, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, je vais passer 2 minutes dessus pour vous montrer ce que c'est. En fait, c'est un outil qui va évaluer les capacités de raisonnement d'un étudiant. Vous avez dans la partie supérieure une petite vignette, c'est quelque chose qui vient du domaine médical, donc on appelle ça souvent un cas clinique. Et puis, on propose à l'étudiant une des hypothèses possibles qui explique ce cas. C'est le « si vous pensez à ». Et on lui apporte une information complémentaire. Et vous découvrez que. Et on lui demande en quoi cette information complémentaire valide, un peu tendrement, beaucoup à la folie, pas du tout, l'hypothèse qui a été proposée. Donc, vous voyez, avec l'information, je juge l'hypothèse proposée dans la question et je mets un avis. Et surtout, on fait des choses comme ça où la réponse n'est pas blanc ou noir. Typiquement, vous allez demander à une dizaine d'enseignants de votre discipline de répondre aux questions et en fonction du nombre de réponses que chacun donne pour une des 5 propositions, eh bien, l'étudiant va recevoir autant de points que cela. C'est-à-dire il y a un certain nombre d'experts comme vous qui vont penser que c'est fortement positif, un certain nombre d'autres qui vont penser que c'est positif, et un seul qui va penser que c'est neutre. Typiquement, l'élève qui choisit neutre, il aura 1 point. L'étudiant qui choisit positif, il aura 5 points, et l'étudiant parce que 5 experts ont dit que c'était positif, et l'étudiant qui choisit fortement positif, il aura 13 points, parce que 13 experts ont dit que c'était fortement positif. Évidemment, ce nombre d'experts, on le ramène sur 10 ou sur 1 en fonction de votre barème de notation. Et puis surtout, à partir de la même vignette clinique, vous pouvez faire toute une série de questions qui vont mesurer le raisonnement à partir d'un même cas. De nouveau, si vous n'avez pas préparé les élèves à cela, je ne vous encourage pas à utiliser cette méthode. C'était juste l'occasion de vous parler de quelque chose qui existe dans WooClap
et que vous pourriez utiliser au semestre prochain si vous ne le faites pas encore. Je sais qu'à l'IMT Atlantique, il y a un enseignant qui l'utilisait en informatique pendant un certain temps. Maintenant, il a quitté l'établissement, mais donc ça peut se faire dans plusieurs disciplines. Ce sont d'ailleurs des questions de cet enseignant que je vous ai montré aujourd'hui. Derrière, on a la modalité de production. Oui. Jalou, il y a deux questions concernant Google Lab avant de passer aux modalités. Et je sais, nous demande si est-il légal d'utiliser Google Lab dans des examens. Je suis incompétent pour répondre à cette question. Je répondrai, est-il légal d'utiliser Moodle pour les examens? Je répondrai aussi qu'il existe dans WooClap une possibilité de demander aux élèves de se connecter via le SSO. Donc chez nous, un système d'authentification centralisé plutôt qu'un single sign-on. Mais donc il y a une garantie que l'information qu'il donne est bien celle qui est enregistrée à l'école. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas donné son mot de passe à un copain et son identifiant, mais simplement il y a une garantie là-dessus. Je vous invite à vous rapprocher des services légaux pour poser ce genre de questions. Voilà. Et Hélène nous demande quel est l'apport de Google Lab par rapport à Moodle. Alors, WooClap permet un certain nombre de questions que Moodle ne permet pas. Moodle permet un certain nombre de questions que WooClap ne permet pas. Par exemple, pour les productions que je voudrais aborder, vous pouvez, si votre école y est abonnée, combiner la remise d'un devoir par l'élève à une détection par un logiciel de détection de similitude et avoir automatiquement, quand vous allez chercher les devoirs des élèves, l'analyse du nombre de similitudes que le logiciel trouve dedans, ce que WooClap ne permet pas. Donc, voilà les différences entre les uns et les autres. Personnellement, dans notre institution, l'outil institutionnel est Moodle. Donc, on a plutôt tendance à encourager les étudiants, s'ils font par exemple des QCM, à le faire dans Moodle plutôt que dans WooClap. Et puis enfin, dernière différence, pour les QCM, la gestion des feedbacks dans Moodle est bien meilleure que celle de WooClap. Voilà, Angelo. D'accord. Une troisième question, c'est plutôt sur un auteur que tu as signalé concernant la triche et la confiance, Emmanuel. Et la personne, elle voudrait savoir quel est le nom de l'auteur. Emmanuel Sylvestre du Centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne. On en reparlera à la fin, je vous mettrai des liens quand j'arrêterai le partage d'écran. Donc, après… La dernière question de Jean-Loup Cordonnier. Et pourquoi déconseiller les QCM brefaux généralisés? Et il signale que ces modèles de QCM a été utilisé par les enseignants de mathématiques avec de bons résultats, me semble-t-il. De nouveau, je vous enverrai les références de la recherche qui disent que ces questions sont moins fiables que du QCM, testent des niveaux cognitifs moins élevés et ne sont pas plus difficiles si les enseignants pensent faire des questions difficiles que cela. Donc, c'est de nouveau des traces de recherche, des preuves de recherche, pardon, qui découragent d'utiliser cela. Par exemple, dans un vrai-faux, on n'a pas… Pourquoi l'élève a choisi cette proposition fausse? On n'a aucune information. Tandis que dans une QCM, on va par exemple avoir une information. Ah, s'il a choisi celle-là, c'est probablement parce qu'il pense ceci. Voilà typiquement pourquoi. Si je vous demande Paris-Bruxelles, comme capitale de la France, vous allez… si vous me dites Bruxelles, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi Bruxelles plutôt que Paris. Je n'ai aucune information. C'est-à-dire qu'en transformant cette question en QCM, je peux recevoir beaucoup plus d'informations. Mais de nouveau, si les élèves sont habitués à être évalués avec des vrais faux et que vous passez à faire des vrais faux à distance, ne changez pas. Merci. OK. Donc, rapidement, la dernière partie, les productions et l'oral. Donc, dernier point sur les questions fermées, on peut les faire de façon synchrone ou asynchrone. Donc, pour toutes ces modalités, quand vous les organisez dans Moodle, vous pouvez décider d'une heure d'ouverture d'examen, vous pouvez fixer une durée d'examen et vous pouvez décider d'une heure de fermeture de l'examen. Autrement dit, vous pouvez ouvrir l'examen à 9 h du matin et le laisser ouvert jusqu'à midi, mais en limitant la durée de l'examen à 1 heure. Autrement dit, l'élève se connecte quand il veut pendant les heures d'ouverture de l'examen. Une fois qu'il est connecté, un chrono se met en marche et au bout d'1 heure, il recevra un message comme quoi il doit envoyer
ses réponses et que l'examen est terminé pour lui. Donc voilà une façon qui permet aussi d'éviter la surcharge des machines, parce que si 400 élèves ou 1000 élèves se connectent en même temps sur la plateforme, ben, il faut informer les services informatiques et se mettre en relation avec eux pour voir si le serveur va pouvoir tenir la charge. Mais sinon, il suffit de répartir la promotion en différentes cohortes qui peuvent toutes recevoir le même examen, mais qui vont par exemple commencer chacune avec une demi-heure de décalage. Les productions, comme je vous l'ai dit, les productions type rapport, type questions à réponse ouverte longue. Que savez-vous sur l'entropie? De nouveau, ces productions peuvent être faites de façon individuelle ou en groupe et en synchrone ou non. Si vous aviez prévu ce type d'examen, ben je vous invite à faire la même chose à distance. Les avantages et les limites entre les questions fermées et les productions à l'oral sont connus. Et le seul changement que la distance provoque, c'est la fraude et la difficulté technique. Et pour limiter la fraude, ben on en a déjà parlé. Pour les questions fermées, il y a une chose à faire. Pour les questions à réponse ouverte longue, ben de nouveau, vous pouvez proposer des exercices différents mais similaires qui vont faire que les élèves vont avoir des difficultés pour tricher. S'il y a 3 exercices à faire, vous n'êtes pas obligé de donner les 3 exercices à la fois. Vous pouvez les mélanger. Autrement dit, de nouveau, compliquer la tâche de ceux qui voudraient tricher, mais en ne changeant pas la qualité de votre examen. Et puis pour l'examen oral, ben, on va déjà avoir des problèmes. C'est que si on le fait sans préparation, ben, ça ne présente pas de problème. Si on le fait avec une préparation préalable, en général, ça va être difficile de pouvoir garantir que l'élève n'a pas triché. De nouveau, à voir avec vos établissements. Est-ce que vos établissements autorisent le proctoring ou pas? L'oral peut être la soutenance d'une production qui peut de nouveau se faire en individuel ou en équipe. Et comment on met une note individuelle à une équipe, à distance ou en présentiel, c'est la même question. Donc, ça ne changez pas ce que vous aviez prévu faire pour cela. Que ce soit pour l'oral ou les productions écrites, par contre, je vous invite à utiliser ce qu'on appelle des grilles critériées. La grille critériée est une grille qui s'adapte à une et une seule situation d'évaluation. Ici, je reprends un exemple de l'ouvrage qui est cité en dessous. Donc, la situation d'évaluation, c'est en formation de soins infirmiers, l'observation d'une pratique sur un patient simulé. Et chaque évaluateur, qu'il soit tout seul, que plusieurs évaluateurs évaluent différents élèves en même temps, ils vont utiliser la même grille. Généralement, cette grille, ils l'ont conçue ensemble ou ils l'ont expérimentée ensemble. Cette grille, elle se lit de gauche à droite et pas du tout du haut en bas. Donc, par exemple, dans l'exemple cité par les auteurs, il y a 2 critères, le travail en équipe et le professionnalisme. Et de nouveau, pour permettre une stabilité intercorrecteur, l'équipe enseignante a décrit dans cette situation d'évaluation qu'est-ce que ça veut dire travailler en équipe. Ben pour eux, ça veut dire collaborer avec des collègues dans le but d'accroître l'efficacité du groupe. Donc là, on s'est mis d'accord sur ce que ça voulait dire travailler en équipe dans cette situation-là. Et après, ben, le correcteur lit horizontalement ce qui est marqué dans la première case. Recherche des occasions de collaborer dans le... Oui, non, ça, je n'ai pas trop trouvé. Collabore dans un but. Ah oui, c'est vrai, quand les autres le sollicitent, il répond. Et alors, à ce moment-là, seulement, je remonte. Je remonte, et quand je remonte, je vois que la description du critère, ce qu'on appelle un indicateur, amène l'étudiant à une performance acceptable. Et voilà comment vous allez standardiser un peu, réduire les biais de correction qui sont connus et qui sont décrits dans les productions ou dans les examens de type examen oral pour vos élèves. Donc, de nouveau, on ne se dit pas l'élève est excellent et on entoure le texte qui est en dessous. Non, non, on part du texte, on regarde la performance de l'étudiant, on définit à quel niveau la performance a été atteinte et cela définit une performance à un certain niveau d'échelle. Et puis, presque en conclusion, 3 documents que je vous invite pour aller plus loin. Un document très exhaustif, l'éval à distance de l'IDIP de l'Université de Strasbourg, je vous posterai les liens. Le vadémécum de l'évaluation à distance, co-rédigé par l'équipe et par Emmanuel Sylvestre, dont on parlait tout à l'heure, et puis qui est sorti vendredi, un hors-série sur l'évaluation de l'ADME, qui est l'Association pour le développement de la mesure en éducation en Europe, et qui, un numéro assez conséquent, propose
plein d'articles, de témoignages, d'expériences, de postures théoriques. Moi, j'en ai retenu 2, dont je vais vous parler surtout d'un, qui est celui de Jean-Luc Gilles et de Bernadette Charrier, qui s'appelle Dispositif d'évaluation à distance à correction automatisée versus non automatisée. Je trouve que c'est vraiment un travail remarquable qui a été fait par ces personnes-là. Et le temps de vous copier les lieux, je vais vous laisser sur cette conclusion, en vous remerciant de votre attention et en étant tout oui des questions que vous pourriez encore avoir. Merci à tous. Angelo, je te Merci beaucoup, rends Jalou. le micro. Oui. Oui, et il y a plusieurs questions. Il y a Jalou Cordonnier qui pose plusieurs questions. Peut-être si je lui donne la parole, ça serait plus simple. Tout à Et fait. donc, Jalou Cordonnier, je te laisse interagir avec nous. Bon, je les cherche, Jalou. Oui, voilà, j'ai ouvert mon micro, Angelo. Oui. Oui, j'avais une première question sur l'étalement dans le temps pour la charge d'une plateforme. Bon, je pense que maintenant, les moyens techniques permettent quand même d'avoir pas mal d'étudiants simultanés sur une bonne Moodle installée. Parce que le risque d'étalement me semble un peu dangereux par rapport au risque de triche. Oui, mais de nouveau, je ne peux pas parler pour tous les établissements de l'IMT. Les tailles de promotion sont différentes, les serveurs sont différents. Moi, par sécurité, je vous invite simplement à vous rapprocher des services informatiques. Oui, non, mais nous, on pratique plutôt le synchrone pour. Après, ça dépend des tailles de groupe. Après, j'ai une deuxième question. Tu parlais beaucoup de feedback au début. Oui. Et après, tu n'en as quasiment pas parlé pendant tout le long de ton exposé. Et moi, j'ai une question sur le feedback par rapport aux questions fermées. Est-ce qu'il faut effectivement en faire? Je pense que oui, parce que comme tu dis, si l'élève a répondu à côté, c'est bien qu'il sache pourquoi et quelle a été sa confusion. Maintenant, on a des problèmes de réglage pour rendre plutôt ce feedback différé, quoi. Parce que si on l'ouvre, c'est pareil, c'est un risque de triche et de connaissance des bonnes réponses dans une promo. Alors, comment nous avons paramétré Moodle à l'IMT Atlantique? Les étudiants ne reçoivent le feedback qu'à la fermeture du test. Donc, de nouveau, l'enseignant peut tout reparamétrer, mais les paramétrages par défaut qu'on a mis en place avec Kevin, c'est ça. Donc, ça veut dire que même si l'enseignant prévoit un passage en cohorte, c'est uniquement quand l'entièreté des étudiants seront passés que les élèves recevront les feedbacks, s'ils se connectent. S'ils ne se connectent plus, ben, tant pis pour eux, c'est eux qui ont décidé de ne pas apprendre. Donc ça, en effet, dans les paramétrages, mais de nouveau, rapprochez-vous. Je ne suis pas du tout ingénieur informatique, c'est juste parce qu'on a réfléchi avec Kevin, il faisait toutes les manipulations techniques pendant qu'on réfléchissait aux conséquences pédagogiques que ça pourrait avoir à nous deux. Et on n'a presque pas modifié les paramètres de la plateforme, simplement on a donné plus de points accessibles aux enseignants qui pouvaient paramétrer le test comme ils le voulaient. Le reste, ce sont des recommandations. La liberté académique fait que chaque enseignant choisira la méthode qui convient à son contexte. Et donc, en effet, comme l'écrit Olivier, ce seront des feedbacks a posteriori dans Moodle. Merci, Olivier. Merci, Jean-Loup. Je t'en prie, Jean-Loup. Il y a une autre question de François Lepenec. Y a-t-il un mécanisme de détection d'incidents techniques, coupure de réseau par exemple, lors d'un examen à durée limitée sur Moodle? Je pense que peut-être ce n'est pas toi nécessairement qui a la réponse, mais s'il y a des ingénieurs pédagogiques parmi nous qui pourront donner une réponse si un à ingénieur cette… pédagogique veut lever la main, dans Moodle, de nouveau, avec Kevin, nous avons paramétré que si l'élève n'a pas envoyé ses réponses à la fin du test, par exemple pour un problème de connexion, eh ben, c'est la machine qui les envoie à sa place. On n'aura peut-être pas tout, mais au moins on aura cela. Et voilà, Olivier répond non à la question. D'accord. Et Bernard pose la question suivante. Pour éviter la triche, certaines écoles demandent une session vidéo. Est-ce que c'est efficace, cette session vidéo? Non. Ça réduit, ça augmente le stress,
mais on ne peut pas vous garantir que les élèves ne tricheront pas avec ces sessions-là. Ça pose l'autre problème de la RGPD. Autrement dit, l'élève qui dit qu'il ne veut pas, eh bien, il a le droit de refuser. Dès que 2 élèves seront au courant de ça, toute la promotion sera au courant et ils vont tous dire non. Enfin, tous. Tous ceux qui désirent tricher. Et ceux qui sont trop stressés. Donc, non. Ça pose d'autres problèmes aussi, c'est surveiller et enregistrer. Vous verrez dans l'article de l'ADME, par exemple, dans le hors-série de l'ADME, Pascal Detreau préconise l'enregistrement vidéo pour revoir la note. Ben, moi, j'estime que l'enseignant qui a déjà passé du temps à écouter l'élève, s'il doit réécouter tous les élèves après pour les renoter et valider sa note, ben, il fait 2 fois le travail. Et de nouveau, pour revenir, Jean-Loup, à la question sur les feedbacks, ben oui, dans Moodle, les feedbacks a posteriori, mais quand vous transmettez les grilles d'évaluation aux élèves avant, ben, ils savent déjà ce que vous attendez d'eux plus clairement. Vous pouvez transmettre toute la grille ou juste les critères sans avoir les indicateurs. Chaque fois que vous évaluez un élève et que vous remplissez sa grille, ben, vous pouvez l'archiver et lui communiquer. Donc, dans Moodle, il est également possible de corriger les copies avec la grille et l'élève voit la grille. Je peux intervenir, Jean-Loup? C'est moi qui ai posé la question. Bonjour à tous déjà. Donc moi, je veux juste préciser que ça marche déjà dans beaucoup d'écoles de commerce, que l'étudiant effectivement qui refuse de passer, eh bien, il passe en face à face, il passe pas à distance, mais c'est compliqué. Donc voilà, ils peuvent refuser effectivement RGPD, mais il y a des conséquences pour eux. Voilà. Et parfois, l'examen oral peut être beaucoup plus compliqué pour l'élève qui ne s'est pas préparé pour cela. De nouveau, il y a possibilité aussi, si en corrigeant les copies, vous vous rendez compte qu'un élève qui a été, on va dire franchement, qui a des mauvaises notes pendant toute l'année à tous les TP et qui soudainement fait un 18 sur 20, ben, si vous craignez ça, dans les consignes de l'examen, mettez en place un système où vous vous réservez le droit, en cas de doute, de contacter l'élève pour lui proposer un oral comme proposait Bernard. Mais ce qui marche pour l'élève mauvais marche aussi pour un élève qui a eu des bonnes notes pendant tous les TP et qui soudainement se retrouve avec un 8 à l'examen. Lui aussi, vous pouvez le contacter pour lui proposer un oral en disant l'oral pondère la note ou l'oral remplace la note, mais cette consigne doit être la même pour tous. Et c'est en cas de doute, et quelque part, ça doit être une décision d'équipe pédagogique validée par les responsables pédagogiques de la formation. Olivier Soufflet a levé la main, donc je ne sais pas si tu as une question, Olivier. Non, c'était pour compléter la réponse qui a été faite sur la prise en compte du test sous Moodle à la fin de l'échéance. Il faut que l'étudiant se reconnecte pour que le mécanisme de validation du test se mette en œuvre. Donc effectivement, s'il y a une déconnexion et qu'il ne se reconnecte pas au test, le chronomètre va continuer à se dérouler dans Moodle et arrivé à échéance, le test va se fermer. Mais la réponse ne sera pas automatiquement envoyée. Il faut demander à l'étudiant qu'il se connecte à nouveau au test et à ce moment-là, le test sera effectivement clôturé et envoyé, sans que l'étudiant ait évidemment la possibilité de répondre à nouveau. Merci Olivier. Est-ce que vous avez pour votre établissement rédigé un document qui explique ça et que tu pourrais partager avec nous? Oui, j'ai un petit document brouillon que j'avais fait après une formation, mais je peux vous le transmettre. C'est très gentil. Je transmettrai à Angelo, puisque j'ai son adresse. Parfait, merci. Un participant qui apporte une information par rapport à la légalité de Booklab ou de Moodle, qui est le fait de le mettre dans le règlement des études, qui est déjà une précaution qui m'a l'air vraiment importante. Et on a vu, par exemple, au niveau de l'enseignement supérieur, que normalement, les fiches des UE ne peuvent pas être changées pendant l'année et que là, il y a une dérogation ministérielle qui permet de les changer jusqu'à un tel moment. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de voir de nouveau auprès des responsables de formation, des directeurs de formation, si vous comptez utiliser Booklab, pouvoir leur expliquer pourquoi. Par exemple, si vous voulez faire des TCS, ce sera bien mieux dans Booklab que dans autre chose. Mais vous n'êtes peut-être aussi pas obligé de choisir un ou l'autre. Vous pouvez faire les deux.
Mais de nouveau, multiplier les outils complique la vie des élèves, augmente le stress et complique votre vie aussi parce qu'il va falloir récupérer les notes de 2 systèmes, les combiner ensemble avant de les renseigner dans le système d'information de la scolarité. Il y en a Camille qui lève la main. Oui. Oui, pardon. Juste un complément à ce qu'a dit Olivier, ça dépend quand même du paramétrage d'un Moodle pour l'envoi automatique des tentatives. Donc, il faut faire attention, ça dépend de ce que vous avez paramétré ou de ce que l'administrateur local de votre Moodle vous a laissé comme option d'accessible. Il se peut que ce soit envoyé automatiquement. Il se peut effectivement que l'étudiant doive, en se reconnectant, envoyer la tentative sans plus pouvoir y répondre, bien sûr. C'est vraiment, je pense que ça doit dépendre dans chaque école. Merci Camille. Angelo, as-tu identifié d'autres questions? Parce qu'on se rapproche quand même de l'heure. Non, je pense qu'on a déjà fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole avant de clôturer ce webinaire. Moi, je suis très content de voir que vous êtes aussi nombreux, de voir que Comet prend un nouveau statut grâce à cela. Et vous invitez éventuellement, si vous voulez aller plus loin dans les QCM ou plus loin dans les grilles critériées ou plus loin sur un autre point dans l'évaluation, n'hésitez pas à contacter Angelo et puis on trouvera quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là et disponible pour voir si on peut répondre à cette question et organiser un nouveau webinaire plus approfondi. Je suis d'accord ici. J'ai vraiment survolé les choses. Quand j'étais en sciences de l'éducation, le cours d'édumétrie s'est allé sur 2 semestres et c'était un cours assez conséquent. Donc, vous vous doutez qu'en 1 heure, on ne peut pas absolument faire le tour et envisager toutes les questions et tous les cas pratiques que vous avez. Merci Jean-Loup. Et juste une petite information avant qu'on se quitte. L'Académie de transformation éducative de l'IMT organise un atelier de recherche dédié à l'éducation. Donc, c'est le premier atelier de recherche qui se fait au sein de l'IMT en sciences de l'éducation et technologies de l'éducation. Donc, il aura lieu les 27 et 28 mai à distance. Je vais vous envoyer des informations plus détaillées avec les programmes. Et on a plusieurs conférenciers, on a aussi des personnes qui ont proposé des communications. Et nous cherchons tout particulièrement des personnes qui voudront nous faire un retour d'expérience des pratiques pédagogiques qui ont été mises en place pendant les temps de confinement. Donc, je vais vous envoyer un mail pareillement pour solliciter aux gens qui seront disposés à partager leur expérience avec l'ensemble des personnes qui participent de cet atelier de recherche. Voilà. Encore merci à tous et puis j'espère qu'on se retrouve mercredi avec Mathieu pour justement avoir des témoignages des enseignants qui ont utilisé les 3 modalités, questions fermées, production et examen oral. Merci à tout le monde. Merci revoir. Jean-Loup. Au revoir.